Bonjour à tous et à toutes, c'est Stelai de la chaîne Sarba SMR. Aujourd'hui, je vous propose un moment d'histoire et de littérature tout en douceur pour explorer ensemble l'esprit des Lumières et l'héritage d'Olympe de Gouges. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le XVIIIe siècle, que l'on appelle le siècle des Lumières, qui est une époque remplie de bouleversements politiques et sociaux, puisque notamment, c'est un siècle qui, en France, abrite la Révolution française, qui est un pan très important de notre construction politique et sociale. Ce siècle, donc le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, est notamment marqué par une effervescence intellectuelle où des philosophes comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu par exemple, entre autres, réfléchissent à des concepts révolutionnaires comme la liberté, l'égalité ou encore la justice. Ils abordent évidemment des thématiques autour notamment des inégalités sociales et du pouvoir monarchique dans le cadre de l'Ancien Régime, et ils essayent d'aborder de manière assez régulière et surtout de manière précise toutes les choses que potentiellement on pourrait avoir envie de changer dans le cadre de l'Ancien Régime et peut-être arriver à une société plus juste. En tout cas, c'est un peu l'idée qu'ils essayent de mettre en place. Il est vrai que la Révolution française de 1789 bouleverse cet ordre établi qu'est l'Ancien Régime. Mais en revanche, on peut s'interroger sur quelque chose de particulièrement important si la Révolution française, et en tout cas les idées des Lumières, cherchent à réduire les inégalités entre les hommes. On peut en revanche se poser la question sur la manière dont les penseurs de la Révolution française et du XVIIIe siècle de manière générale ont cherché ou pas à réduire les inégalités entre les femmes. Et il se trouve qu'il y a eu bien peu de penseurs finalement au XIXe siècle qui ont cherché à réduire cette inégalité qui existe entre les femmes depuis un certain temps. Mais il y en a une, en tout cas, de penseuse qui en a parlé. C'est Olympe de Gouges. Et Olympe de Gouges, c'est une femme qui est
son vrai nom, ce n'est pas Olympe de Gouges, c'est Marie Gouze. Marie Gouze. Alors pourquoi elle a pris le pseudonyme d'Olympe de Gouges? Eh bien tout simplement parce que Olympe c'était le prénom de sa mère. Gouges, eh bien il faut savoir que Gouze avec un Z, Gouze, eh ben ça pouvait également se prononcer Gouges à l'époque, et après elle a rajouté une particule, tout simplement pour faire à peu près comme l'intégralité des dramaturges de l'époque. Il n'y avait aucune volonté de la part d'Olympe de Gouges de faire croire à une appartenance à la noblesse, puisque elle n'était pas spécialement désireuse d'appartenir à la noblesse. Voilà. Donc, évidemment, elle prend ce pseudonyme à son arrivée à Paris, à une époque où, eh bien, elle essaye, elle écrit des pièces de théâtre diverses et variées, et c'est vrai que il lui fallait donc ce pseudonyme. Olympe de Gouges, elle est notamment connue, entre autres pour son engagement pour les droits des femmes, mais elle a également défendu la cause des esclaves et des noirs de manière générale. C'est notamment par le théâtre. Mais pour revenir aux droits des femmes, Olympe c'est quelqu'un qui milite pour que les femmes ne soient pas seulement des spectatrices de l'histoire, mais bien des actrices à part entière. D'ailleurs, elle dit quelque chose qui est très intéressant. Elle dit la phrase suivante: les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, il faut qu'elles aient aussi le droit de monter à la tribune. Alors évidemment, je paraphrase, c'est une citation probablement un peu imparfaite parce que je la tire de ma mémoire, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'elle a écrit, ce sont des phrases, c'est une phrase qu'elle a écrite et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Évidemment, c'est une femme qui malheureusement en 1793, sous la terreur, a subi eh bien, le régime de la terreur, qui s'est fait arrêter et qui s'est fait exécuter par la guillotine pour ses idées. Donc c'est absolument terrible, mais voilà. Une des raisons pour lesquelles notamment elle s'est fait exécuter, c'est aussi et surtout parce que ce n'était pas proprement une républicaine. Elle était absolument pour une récupération du pouvoir par le peuple, mais elle voulait que cette récupération du pouvoir par le peuple soit modérée et faite dans la paix, sans violence. Elle était plutôt du côté girondin, et c'est vrai que eh bien, son côté un peu royaliste sur les bords, puisqu'elle souhaitait plutôt quelque chose qui ressemble à une monarchie constitutionnelle pour la France. Ce côté-là l'a aussi mené à sa perte, en plus du fait qu'elle militait énormément et qu'elle n'avait pas peur en fait, tout simplement d'aller coller des affiches militantes ou de mener des rassemblements de femmes par exemple. Et quelque chose qui est intéressant à souligner par exemple, c'est que Olympe de Gouges, à l'issue de son exécution, eh bien là où de son vivant elle menait vraiment des combats féministes et elle essayait de ramener les autres femmes à sa cause, à partir du moment où elle a été exécutée, eh bien les rassemblements de femmes sur les lieux publics pour potentiellement revendiquer des droits se sont
ce n'était plus possible pour les femmes de sortir dans la rue, pour, à ce moment-là en tout cas, pour chercher à réclamer des droits. Petite information aussi, sachez bien que il est assez clair et net et précis que la raison pour laquelle au moment de la Révolution on n'a pas cherché à, par exemple, donner le droit de vote aux femmes, c'était probablement par crainte que les femmes, davantage pieuses que les hommes, par crainte qu'elles aillent voter plutôt pour des partis royalistes, et que donc leur accès aux urnes allait potentiellement être à la base d'une restauration prématurée. Et c'est vrai que il y avait cette volonté de museler une partie de la population pour maximiser la pérennité de la République en France. En tout cas, c'est une hypothèse qui tient la route, voilà, puisque les femmes étaient plus attachées à la religion catholique, et la religion catholique s'attachait en tout cas à l'époque énormément à la logique de l'ancien régime, à la logique royaliste. Évidemment, ce qui est très très intéressant chez Olympe de Gouges, c'est avant tout son pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et elle y ajoute une dimension féminine révolutionnaire. Évidemment, c'est un texte qui a été rejeté par les révolutionnaires masculins à l'époque. Je me permets de vous en lire quelques passages marquants. Donc il y a par exemple d'abord une dédicace qui est adressée à la reine, que je vais me permettre de vous lire en entier, tout comme le préambule et le postambule, parce que voilà, ça se lit assez vite. Donc la dédicace à la reine, évidemment, c'est une dédicace qui s'adresse à Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, qui est reine de 1774 à 1792. Et donc voici le texte. Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu pour m'exprimer ainsi l'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait d'une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seul, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse élevée au sein des grandeurs eût tous les vices de la bassesse. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui, je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés et qu'elle est retenue par la crainte des lois. Je vous dirai, madame, ce que je ne vous aurais pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah, madame, songez que vous êtes mère et épouse, employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermit la couronne du père, la conserve au fils et vous réconcilie l'amour des Français.
vous soupçonnez capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, madame, vous caractérise, excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire. L'une est sans cesse prise pour exemple, et l'autre est éternellement l'exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage, n'est pas le travail d'un jour, malheureusement, pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, madame, une si belle cause, défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, madame, notre vie est bien peu de choses, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas embellie par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. S'il est vrai que des Français arment contre leur patrie toutes les puissances, pourquoi? Pour de frivoles prérogatives, pour des chimères. Croyez, madame, si j'en juge par ce que je sens, le parti monarchique se détruira de lui-même, qu'il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre. Voilà, madame, voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis, avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obéissante servante de Gouges. Donc là, effectivement, en lisant ce texte, qui est une dédicace à la reine, qui est un des textes peut-être les plus conséquents malgré tout, il fait 3 pages, mais c'est un des textes les plus longs rédigés dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est assez explicite. Ici, Olympe de Gouges demande à Marie-Antoinette de prendre explicitement parti pour les droits de la femme, qu'elle soit finalement porte-parole et surtout qu'elle donne l'exemple, qu'elle dresse aussi finalement qu'elle soit là pour qu'elle soit l'ambassadrice, voilà, de ces idées particulièrement novatrices qui placent la femme sur un pied d'égalité vis-à-vis de l'homme, en tout cas sur le plan des droits, en tout cas sur le plan de ce qu'elles ont le droit de faire et ce qu'elles ont le droit d'être, voilà, hein, tout simplement. Et c'est intéressant, cette volonté de finalement non pas s'adresser au roi, mais bien s'adresser à la reine, puisqu'elle s'adresse donc à une femme. Et finalement, elle positionne pas forcément Marie-Antoinette hiérarchiquement au même point qu'elle, mais en tout cas, en tant que femme, elle la place au même endroit. Finalement, il y a une forme de sororité derrière. Voilà. Ensuite, voici le prologue, qui est un texte qui s'adresse directement aux hommes de manière générale et également potentiellement à l'homme qui serait en train de lire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question, tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette en
un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue si tu le peux les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté d'un principe de cette exception, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité. Dans l'ignorance la plus grasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Donc voici ce texte. Et voici quelques articles. Parmi quelques articles choisis, voilà, parmi ceux qui composent la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, vous allez vite comprendre que on est vraiment sur du pastiche. C'est assez intéressant. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça, c'est l'article 1er. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Je vais aller un petit peu plus loin. Article 15. La masse des femmes coalisées pour la contribution à celle des hommes a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Bon, je pourrais en lire beaucoup d'autres, mais en gros, vraiment, elle revisite totalement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et surtout elle y intègre la femme partout, pour bien montrer qu'en fait, eh bien, cette déclaration des droits ne doit pas être une déclaration des droits de l'homme, mais une déclaration des droits de l'homme et de la femme, et du citoyen et de la citoyenne. Et c'est assez intéressant comment elle tourne les choses. Bon. Ensuite, on a droit à un postambule dont je vais vous lire juste une petite partie. Et voilà, parce que c'est vrai que le postambule il est assez long. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit, que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent: Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de
partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Et oui, donc dans les premières parties de ce postambule, finalement, Olympe de Gouges, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle appelle toutes les femmes à se réunir, à travailler ensemble, non pas pour que les femmes prennent le pouvoir sur le reste des hommes, hein, elle le dit. L'idée, c'est pas qu'il y ait des serviles adorateurs rampants à nos pieds, hein. Voilà, l'idée, c'est que les hommes soient fiers de partager avec nous les trésors de l'être suprême. C'est ça l'idée, d'accord? L'idée, c'est vraiment une Olympe de Gouges qui est à la recherche c'est vraiment Olympe de Gouges, à la recherche d'une égalité parfaite, enfin en tout cas face à la société, face aux capacités intellectuelles, enfin qu'on considère finalement la femme comme l'égale de l'homme sur le plan intellectuel, sur le plan des droits, sur le plan social finalement, voilà. Déjà elle en est là. Bon alors après on pourrait se demander, mais finalement pourquoi je parle d'Olympe de Gouges? Eh bien je parle d'Olympe de Gouges parce que, et de ce texte spécifiquement parce qu'il est au programme. Il est au programme du baccalauréat de français, en tout cas pour certains d'entre vous. Je ne ferai probablement pas le résumé de l'intégralité des... Enfin en tout cas je parlerai pas forcément de l'intégralité des œuvres au programme de première, mais en tout cas pour ceux qui travaillent sur cette œuvre-là, dans le cadre dans le cadre de l'objet d'étude sur la littérature guidée, sur la littérature argumentative, eh bien ça vous aura donné quand même une bonne visibilité un petit peu sur ça. Donc c'est vrai que finalement l'idée c'est d'aborder en première tout ce qui parle de l'argumentation, et c'est vrai que les textes du XVIIIe siècle sont vraiment très très riches pour les textes argumentatifs, parce qu'on est face à des philosophes, à des penseurs qui sont avant tout des militants, qui cherchent vraiment à faire passer des idées très spécifiques pour lutter contre l'ancien régime et pour lutter contre certaines inégalités sociales. Et c'est vrai que là on est au XVIIIe siècle, et finalement les armes les plus utilisées pour lutter contre toutes ces inégalités là, eh bien ce sont les textes, ce sont les manifestes, et ça permet de convaincre et ça permet d'émouvoir, et Olympe de Gouges entre autres, mais Olympe de Gouges en tout cas c'est un exemple parfait de cette plume militante. Elle est particulièrement engagée sur beaucoup de sujets sociaux dont on a parlé vraiment efficacement beaucoup plus tard. Elle est pionnière presque, et c'est vrai que comprendre ces textes du XVIIIe siècle, en plus de ceux d'Olympe de Gouges évidemment, c'est aussi comprendre l'histoire de nos droits, de nos libertés, l'évolution de la littérature engagée. C'est aussi aborder une période historique qui parfois peut être un peu floue, peut-être vous donner l'envie d'aller creuser un peu plus. Je pourrais faire un petit peu d'histoire aussi en ASMR, et pourquoi pas aborder toute la période révolutionnaire, mais voilà. En tout cas
la raison pour laquelle aussi on vous fait étudier ça. Et c'est vrai que cette possibilité que vous avez d'étudier des textes argumentatifs, saisissez-la parce que c'est aussi la meilleure des manières pour lutter contre les discours un peu avilissants, contre des discours qui sont manipulateurs, qui cherchent à vous manipuler et qui cherchent non pas à vous mettre en autonomie, à la recherche d'une vérité et à la recherche de quelque chose de noble en termes d'idées, mais qui préfèrent vous donner à manger de l'opinion. Sauf qu'il faut bien garder en tête que l'opinion, eh bien, ce n'est pas la réalité. Une opinion, c'est bien quelque chose qui est, comment dire, construit. C'est quelque chose qui est construit de l'opinion sur des bases sociales, sur des bases... enfin, vous construisez une opinion sur ce qui se passe dans la vie, mais vous n'allez pas chercher les faits quand vous sortez une opinion. Et c'est vrai que tant que vous n'avez pas de faits avérés, une opinion n'est pas valable, même si elle est présentée comme un fait. Donc il faut vraiment faire très attention à ça et travailler sur le discours argumentatif. Ça vous permet justement de comprendre comment ça s'articule, comment on tente de convaincre. C'est-à-dire, convaincre, c'est tenter de faire passer des idées par l'argumentation pure, c'est-à-dire par l'utilisation d'idées, d'arguments, d'exemples. On construit une réflexion et on essaye de faire passer une idée par la réflexion. Là, on essaye de convaincre notre auditoire. Et puis de l'autre côté, il y a persuader. Et persuader, eh bien, c'est faire ressentir des émotions à son auditoire pour lui faire passer une idée. Et même si il est vrai que dans le combat entre convaincre et persuader, eh bien, c'est plutôt persuader qui a gagné. Il faut toujours se méfier des orateurs qui tentent de vous faire passer des idées uniquement par le biais d'une émotion souvent forte, que ce soit la joie, la colère, la peur, la tristesse. Ce sont souvent d'ailleurs même des émotions négatives, c'est souvent la peur et la colère qui sont utilisées pour vous faire passer des messages, des idées. Et ce ne sont pas des réflexions construites, pour la plupart d'entre elles en tout cas. Donc je ne dis pas que utiliser les émotions pour faire passer une idée c'est fondamentalement quelque chose de mauvais, parce qu'on peut réussir à faire passer une idée en argumentant et en même temps en faisant passer des émotions dans son auditoire. Donc voilà. Maintenant, quand il n'y a plus que l'art de persuader dans un discours et qu'il n'y a plus du tout l'art d'argumenter, eh bien on peut se poser des questions. Et accessoirement, quand bien même on vous donne des preuves, des exemples très précis, je vous invite, je ne peux que vous inviter à encore aller chercher surtout des preuves, aller sourcer pour être assuré du fait qu'on n'est pas en train de vous raconter n'importe quoi, parce que ce n'est pas rare qu'il y ait des faux documents qui soient créés dans le but de vous forger une opinion, et qui du coup est une opinion absolument pas basée sur des faits, et donc se rapproche plus du mensonge que de la réalité. Et finalement on peut arriver à des problématiques telles que une opinion, ou en tout cas une information qui se fait passer pour un fait, se balade comme une traînée de poudre partout dans la population, alors que c'est faux. Voilà. Il y a des cas comme ça. Donc faites attention à ça. Prenez soin de votre esprit critique, c'est vraiment important. D'ailleurs, parlant de l'esprit critique qui est
chaîne YouTube qui s'appelle l'Esprit Critique. Je vous invite très fortement à la suivre, et ce, quelles que soient vos opinions politiques, puisque ce n'est pas une question d'opinion politique. L'Esprit Critique, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, et on peut être intellectuellement honnête, peu importe notre bord politique, vraiment. Peu importe où on se situe sur l'échiquier politique, c'est absolument important et essentiel que chaque citoyen en France fasse preuve d'esprit critique, soit en capacité d'aller chercher des sources, soit en capacité de reconnaître un discours manipulateur d'un discours réellement argumentatif. Voilà. Donc prenez cet enseignement au sérieux si vous êtes en première, et si vous tombez sur cette vidéo alors que vous n'êtes pas du tout en première, ce qui est tout à fait possible, eh bien c'est pas grave. Prenez aussi cette vidéo comme telle, comme une entrée peut-être dans la pensée critique, comme une entrée dans quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Voilà, en espérant que vous aurez apprécié cette vidéo, et en espérant que vous soyez pour certains déjà en train de dormir. Je vous souhaite une excellente nuit. N'oubliez pas, le XVIIIe siècle, les Lumières, la lutte pour l'égalité restent des sujets intemporels qui résonnent encore aujourd'hui, et je ne peux que vous inciter à découvrir ces textes, à vous laisser inspirer par toutes ces grandes figures de l'histoire, et pas seulement de l'histoire du XVIIIe siècle, hein, de l'histoire de manière générale. C'est vraiment important, c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Zarba SMR, j'espère de manière plus récurrente.